J'invite maintenant Jonathan Paquette, qui est professeur agrégé à l'Université d'Ottawa, à venir prendre place. Jonathan Paquette enseigne dans le cadre des programmes d'administration publique de l'École d'études politiques. Il est également éditeur exécutif au Journal of Arts Management, Law and Society, publié par Taylor and Francis. Dans ses travaux de recherche actuels, il s'intéresse notamment aux politiques culturelles, aux organisations culturelles et aux musées. Jonathan Paquette. Merci beaucoup. Alors, on était, il y a quelques minutes à peine, au cœur des questions du droit d'auteur, au cœur des enjeux économiques. Moi, ici, je vous invite à faire une exploration d'enjeux qui sont certes un peu plus périphériques, mais j'espère qu'on va être capable, avec cette réflexion, de poser les questions différemment et peut-être un peu d'étendre, d'élargir la discussion, la réflexion autour des enjeux qui sont relatifs aux formes, aux manières d'être auteur aujourd'hui. Et donc, pour mon propos introductif, je dirais seulement quelque chose. Certaines transformations sont manifestement très importantes, très révolutionnaires, alors que d'autres transformations amenées, portées par la technologie, sont en fait plutôt des opportunités d'affirmer des principes culturels fondamentaux de manière différente, de les réaffirmer avec une nouvelle vigueur. Je dis souvent à mes étudiants dans mes cours, parce qu'ils le font immanquablement, que Wikipédia, finalement, c'est rien de très nouveau, que c'est en fait l'affirmation d'idées du 18e, et puis bon, après, ils s'interrogent un peu. Ils vont voir sur la page Wikipédia pour un peu en apprendre un peu plus sur les encyclopédistes. Mais tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont en fait peut-être des rencontres, des nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités pour affirmer des principes fondamentalement culturels. Et donc, dans mon propos introductif, évidemment, donc, je ne veux pas relativiser entièrement les questions technologiques, mais certaines sont révolutionnaires, certes, d'autres sont des renégociations, de nouvelles alliances, de nouvelles manières de faire, d'habiter, de penser la culture. Il y a certainement des défis importants pour les gens du secteur, ça, il n'y a aucun doute, mais il y a également donc de nouvelles opportunités. Si on pense aux métiers d'art, il y a toutes sortes de plateformes de diffusion de l'œuvre, toutes sortes de plateformes de circulation qui permettent de valoriser le contenu des métiers d'art et puis même de retravailler les frontières de ce qui est local et de ce qui est global pour en fait éventuellement arriver à des rencontres peut-être un peu moins accidentelles avec des publics, voire créer de nouveaux publics. Donc, des opportunités pour les métiers d'art, d'énormes opportunités également pour les gens du secteur patrimonial. C'est peut-être, à certains endroits, une nouvelle façon de penser le métier. Les technologies permettent de nouveaux rapports avec le public qui sont mobilisés. Peut-être est-ce qu'il y a des éléments un peu générationnels dans l'usage des technologies. Parfois, on est surpris de voir le contraire. On voit des praticiens très établis qui ont le goût de renouveler leur rapport avec le public, que ce soit dans les bibliothèques, dans les musées, et qui cherchent justement à travers certaines plateformes numériques ces nouvelles rencontres. Toutes sortes d'enjeux, toutes sortes de défis. Si on pense par exemple au secteur de la danse, à la danse, on peut se dire, bon, les technologies permettent effectivement de nouvelles méthodes pour la fixation et ça permet aussi de créer de nouvelles archives. Donc, il y a de nouvelles possibilités et ces possibilités nouvelles elles permettent la reconfiguration de rapports dans plusieurs secteurs, dans plusieurs manières donc d'aborder la culture. Évidemment, ça nous convoque aussi à réfléchir et là, il n'y a personne ici qui va s'émouvoir, mais si je dis, par exemple, si on réfléchit aux pratiques illicites aussi, elles-mêmes sont parfois mises au défi par ces transformations technologiques. Si vous vous rappelez, les gens qui aimaient beaucoup acheter la musique, le bootleg, l'achat de matériel, donc d'une performance captée, et ensuite revendu dans ses propres réseaux avec sa propre économie, aujourd'hui est peut-être une économie fondamentalement mise au défi par une logique de partage. Donc, l'idée n'était pas ici de s'indigner ou de s'émouvoir du sort des bootleggers, mais enfin seulement pour réfléchir que ces transformations, elles affectent en fait les acteurs et tous les acteurs du champ culturel. D'autres, pour revenir un peu sur l'élément ce que j'avais dit un peu en introduction, réflexion sur
des dimensions permanentes dans ce que ça participe comme renouvellement. On peut penser à la bibliothèque. La bibliothèque n'est pas seulement, donc la logique des flux, par exemple, qui est, selon toute vraisemblance, quelque chose qui participe à beaucoup de remises en question, sans vouloir réduire la bibliothèque à une question à sa seule collection, puisque la bibliothèque est aussi un espace, et aujourd'hui peut-être essentiellement un espace de rencontres culturelles, mais néanmoins, il y a dans le secteur patrimonial déjà des institutions, des réflexions en place. On pense à la Commission du prêt public qui existe depuis une trentaine d'années, je crois, cette année. Donc, des réflexions, des précédents, le reflet d'une imagination sociale et politique dans la manière dont on peut gérer la question des flux. Très bien. Donc, moi, aujourd'hui, ce qui me semble important, et là, j'avais mis ici une petite... j'ai essayé d'être très rigoureux dans mes illustrations, rigoureux et soucieux du droit d'auteur, peut-être plus que jamais. Je me suis dit, en préparant mon PowerPoint, je me suis dit, là, les images, là, il faut vraiment que je puise dans mon matériel rigoureusement. Et je me suis aussi dit, j'ai un public captif pour présenter mes photos de voyage. Alors ça m'a beaucoup... J'ai eu beaucoup d'enthousiasme dans la création. Mais vous voyez, ça ici, ce module-là, je crois qu'il traduit bien la réalité actuelle de certaines institutions, notamment les institutions patrimoniales. Alors ça, c'est un espace pour recharger les téléphones et il se trouve dans un des 2500 nouveaux musées nationaux chinois. Et donc, ça, c'est dans le musée de Guangzhou. Et donc, ce qui traduit en fait bien l'entrée de la technologie, de nouvelles façons de consommer, de nouveaux rapports qu'on peut établir et qui sont manifestement, dans certains endroits, dans certains espaces aussi, très invités, partie intégrante de la façon dont on habite aujourd'hui la culture. Les enjeux qui m'intéressent aujourd'hui, peut-être pour participer à la discussion de manière un peu plus féconde, sont les enjeux identitaires que j'aimerais ici problématiser d'une certaine façon pour qu'on puisse penser les politiques culturelles avec un peu de créativité, qu'on se borne pas, bien que les politiques culturelles sont essentiellement une question d'intérêt, aux seules catégories identitaires très définies, celles des producteurs, celles des créateurs, celles des diffuseurs. Il y a des espaces, évidemment, vous direz, on est tous, à un moment ou à un autre, artistes, consommateurs, producteurs, diffuseurs. On revêt tous ces chapeaux-là. Ce que je vais présenter aujourd'hui, ce sont en fait des illustrations, des exemples de formes de sociabilité culturelle nouvelle qui ne sont pas qu'une sorte de transformation ou de transposition des jeux, mais plutôt un défi à ces différentes catégories identitaires. Et donc, en quelque sorte, des manières de faire et de penser la culture qui sont tantôt de nouvelles identités culturelles, de nouvelles identités de public, producteurs, créateurs, mais aussi de nouvelles méthodes pour se penser, se redéfinir en tant que professionnels, qui sont parfois le fruit d'un travail sur les espaces, un travail identitaire. Et donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter. C'est le fruit d'une réflexion, je vous dirais que ce n'est pas essentiellement... je ne fais pas ici une synthèse de mes travaux, mais je vous fais ici en quelques vignettes, quelques observations, en fait, sur des réflexions que j'ai développées, surtout sur des terrains que j'ai fait ces dernières années au Royaume-Uni, dans les institutions patrimoniales, beaucoup sur les musées, donc c'est très marqué par les questions patrimoniales. Et puis sur certains terrains, dans des bibliothèques publiques de l'Ontario et dans des institutions patrimoniales en Asie. Donc c'est un peu c'est pas une synthèse, mais c'est un peu un panorama de questions émergentes qui me semblait ici absolument importante de discuter, mobiliser lorsqu'on parle de questions de droit d'auteur, un peu pour déstabiliser les catégories identitaires qui sont généralement celles qu'on retrouve lorsque l'on pense aux politiques culturelles. Et donc, sans faire l'apologie de ces nouvelles manières d'habiter, de penser la culture, seulement, en fait, d'illustrer de nouveaux phénomènes.
Le premier élément ici, la première catégorie, la première illustration des nouvelles manières de pratiquer la culture, si on veut, je voudrais la baser sur le mouvement des makers, qui est un mouvement social qui s'est développé, on peut dire, il y a une dizaine d'années, mais en réalité, c'est qu'une étiquette identitaire. Et donc, ce mouvement prend appui sur, en fait, il canalise un certain nombre de valeurs, le do-it-yourself, toutes les valeurs qui pensent à l'empouvoirment, si on veut, à l'empowerment de l'usager, de l'utilisateur. Et donc, le Makers Movement, peut-être juste pour le situer, lui en particulier, puisque c'est dont je parle en ce moment, on peut le situer autour de 2005, autour de la création de Make Magazine, et aussi c'est un mouvement culturel, mais aussi technologique, qui vit dans des espaces comme les Makers Fair, qui sont en fait de festivals et d'art et de technologie et de création, enfin des moments de grande créativité où les gens se rencontrent. Et donc, ce sont des espaces culturels dans lesquels des nouveaux créateurs en fait, convergent pour penser de nouvelles créations, que ce soit audiovisuel, la musique. On peut penser à une foule d'autres productions, beaucoup technologiques, et c'est beaucoup des gens qui sont intéressés au mouvement se sont intéressés aux enjeux proprement techniques et aux créations qui avaient trait, si on veut, à des innovations techniques, mais en réalité, c'est un mouvement qui est très large et qui ne discrimine pas au plan technologique. Alors, se rencontre le high-tech et le low-tech dans un même espace pour penser, donc, technologie, mais aussi pour créer au plan culturel. Et donc, c'est une façon de s'imaginer, une nouvelle façon de créer, d'être auteur. Et donc, peut-être qu'une image qui le symboliserait bien, ce serait très caricatural aussi, du même coup, c'est la question de l'imprimante 3D. Vous savez, l'imprimante 3D, je pense qu'il y a un élément qui fascine l'imaginaire, tout ça. Je pense que si on parlait de ça à des gens du mouvement Makers, on aurait des réponses assez partagées. Oui, c'est vrai, ça symbolise, mais ça ne s'y limite pas. Et donc, il y a une volonté, il y a une façon de penser la culture qui va au-delà. Donc, c'est un mouvement qui est très philosophique sur le plan de sur le plan identitaire, qui pense donc, qui s'articule en fait sur deux éléments: l'authenticité, qui s'exprime dans l'individualisation des produits, dans leur adaptation à soi, qui est très important pour les tenants de ce mouvement, mais aussi dans l'empowerment, et donc dans la capacité de créer un monde, l'idée que l'on fabrique notre monde. On n'est pas simplement là pour travailler, mais on est là aussi pour créer, en fait. Et donc, c'est un travail identitaire qui s'articule dans un défi aux valeurs de la société industrielle, beaucoup à son ethos, où les tenants de ce mouvement vont en fait se dire: on n'est pas simplement des consommateurs de solutions, on n'est pas seulement des gens qui sont réceptifs et passifs, on participe à la redéfinition, on utilise, on retransforme, on se donne la liberté de retransformer, de mobiliser et la culture et l'environnement technique. Et donc, qu'est-ce qu'on privilégie? La fabrication d'un monde, on met au défi les figures traditionnelles de l'expertise. Et les formes de reconnaissance qui sont caractéristiques de cette forme de sociabilité sont celles de la créativité qui prend le pas, en fait, sur des vieilles valeurs comme celle du mérite, par exemple. Et donc, on produit en circuit court, on produit parfois avec une logique de libre accès, dans des ateliers, dans des réseaux. Et donc, pourquoi s'intéresser au mouvement Makers? Et là, ici, j'avais une illustration d'un des espaces du Makers Movement, qui est celui de Huaqiangbei, qui est, si on veut, au cœur... Alors, c'est peut-être un peu le reflet culturel, d'un espace culturel au cœur du Made in China, à Shenzhen, dans le sud de la Chine, où là, enfin, on a à peu près tous les biens dont on consomme ou sont produits. Il y a cet espace où les gens partagent aussi ce même ethos de producteur, de création, et donc
épousent cette technologie. Alors, pourquoi s'y intéresser? 3 raisons bien simples. D'abord, il y a des industries culturelles qui participent essentiellement, donc, qui sont en fait particulièrement visées par ces technologies, en fait, cette philosophie. On peut penser aux métiers d'art, on peut penser à la musique, aux arts technologiques. Alors, c'est un mouvement qui traverse certaines frontières, certaines disciplines également. Dans son écologie, le mouvement Makers, évidemment, est une question centré sur des enjeux technologiques, mais il est aussi traversé par des enjeux culturels. La question du Makers Movement, l'art, la création, est au cœur, en fait, de l'écologie du mouvement. Mais de façon plus fondamentale, c'est que nos institutions patrimoniales sont souvent invitées à participer dans la création d'espaces de création, dans ces ateliers de création où se rencontrent technologie et art. Et donc, il y a certains cas en Ontario, on a certains exemples de bibliothèques publiques qui ont été des lieux initiaux pour le développement de ce mouvement, ce qui fait en sorte que la bibliothèque, donc, est un espace évidemment d'érudition, mais aussi de plus en plus un espace de création. Et pour les professionnels, des bibliothèques publiques, par exemple, ça demande une réflexion à plusieurs niveaux, une réflexion sur comment accompagner en fait les jeunes qui en sont à des processus créatifs, comment superviser ces espaces nouveaux de création dans la bibliothèque. Quels sont les enjeux culturels qui traversent, en fait, même de culture organisationnelle, qui sont rendus saillants par cette rencontre entre la collection, mais aussi cet espace nouveau de création qui fait intervenir donc des enjeux technologiques. La bibliothèque s'est vue en fait comme l'espace où on va mettre en commun tout l'appareillage de production. On va pouvoir faire des films, on peut faire de l'audio, on peut faire... et également, on met à disposition les imprimantes 3D. Donc, c'est un nouvel univers pour les praticiens du patrimoine, pour les gens qui travaillent dans ces espaces, dans certains musées également en Chine. Mais ce qui nous demande, en fait, à porter une réflexion sur les différents enjeux, même éthiques, auxquels sont rencontrés les gens dans ces espaces nouveaux. Alors, est-ce qu'on doit, d'une part... Alors, on accompagne des gens qui sont dans un ethos de partage, de libre accès, et d'un autre côté, des gens qui, tranquillement, s'assumeront éventuellement comme auteurs. Alors, il y a un élément d'accompagnement, à mon sens, qui est essentiel, et aussi, ne serait-ce que la question du code, qui, elle aussi, est traversée par des enjeux du droit d'auteur, qu'on parle du code informatique. Très bien. Donc, j'ai parlé des Makers Movement. Ça, c'est un exemple d'un makerspace dans une bibliothèque. Ça, c'est celui de Thunder Bay, en Ontario, dans le nord de l'Ontario. Il y a également donc beaucoup de créativité pour nos professionnels du patrimoine. Donc là, il y a de toute évidence, l'univers digital, c'est le moment d'un travail identitaire qui est très intéressant à plusieurs niveaux. Nouvelles rencontres avec le public, nouvelles possibilités de faire des contacts. Pour la muséologie participative qui en était à ses débuts, qui mobilisait beaucoup l'espace, on est capable non seulement de mobiliser l'espace pour intégrer le public à des activités participatives, pour enrichir la collection, son interprétation, la façon dont on se l'approprie, enfin, pour approfondir les rapports entre professionnels et usagers. Le numérique a participé de manière considérable à ouvrir de nouvelles opportunités. Et pour les praticiens du patrimoine, c'est beaucoup le cas en Angleterre, c'est aussi un moment de reconstruction, de redéfinition identitaire où, sur le plan ne serait-ce que professionnel, on a de nouveaux espaces. On peut se rencontrer, on peut échanger. On n'est pas seulement en train de se rencontrer dans les grandes cérémonies des conférences annuelles. On peut échanger avec nos collègues de façon globale, planétaire. On peut faire des nouvelles activités de rencontre. Et donc, il y a même une culture qui se développe, notamment dans les réseaux sociaux, qui atteste de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux rapports de nature professionnelle. Au-delà donc des questions qui sont relatives au public, au-delà
de ces éléments-là. Et effectivement, il y a de nouvelles possibilités pour communiquer la recherche. Et ça, c'est peut-être même pour les professionnels du patrimoine, une opportunité nouvelle pour refaire circuler, refaire revivre, en fait, les revues, la recherche. Et comment est-ce qu'on fait vivre la recherche? Hein, on la fait circuler, évidemment, dans un format numérique des revues très traditionnelles, et ce qui est une très bonne chose. Je peux penser justement à la revue Théma du Musée de la civilisation, qui, elle, fait ce travail, le fait très bien. Donc, on a une nouvelle vie pour la fonction recherche puis sa diffusion dans le patrimoine. Ça, c'est très bien. Mais il y a aussi de nouveaux espaces sur les réseaux sociaux où on permet de circuler de nouveaux formats, de nouvelles façons de faire vivre, si on veut, les travaux. Et donc, les professionnels du patrimoine se reconstruisent sur d'autres manières de communiquer, d'autres manières d'échanger, où on est dans une médiation qui est peut-être un peu moins scolaire, un peu moins traditionnelle, mais qui néanmoins ouvre une nouvelle possibilité pour la recherche et donc pour sa diffusion. Et donc, sur cet élément-là, il y a un travail identitaire qui se fait et la plupart des institutions sont en mode d'expérimentation. Je me rappelle en Angleterre, c'était vous le faites au nom, oui, un nom propre, au nom personnel si vous communiquez dans les réseaux sociaux, mais en même temps, vous le faites aussi pour l'institution. Aussi, comment est-ce qu'on supervise la dissémination, la diffusion de la recherche dans des petits échanges en 140 caractères, par exemple, sur Twitter? Comment on fait circuler les images, quelles sont les règles. Et donc, il y a tout cet élément-là qui, au moins sur le plan professionnel, participe à une redéfinition du tissu identitaire chez les praticiens du patrimoine. Troisième vignette qui me semblait essentielle à aborder quand on parle de ces nouveaux enjeux identitaires liés par la question du numérique, c'est celle des communautés d'amateurs, celle des communautés de fans. De toute évidence, le numérique a ouvert de nouveaux espaces pour la circulation et aussi l'échange entre les amateurs qui sont intéressés à faire vivre l'œuvre, à le prolonger dans leur propre univers, dans de nouvelles formes de création. Les fans et les fandoms, peut-être est-ce que c'est une forme identitaire, il faudrait s'interroger, est-ce que c'est pas très anglo-saxon, très anglo-américain? J'en doute parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de Québécois qui participent à des univers de fans qui sont en fait des producteurs dans les univers de fans. Mais c'est une façon, donc le fan joue beaucoup sur plusieurs, en fait, retravaille les frontières. C'est un usager qui est simultanément aussi un créateur et parfois des gens s'investissent dans des pratiques créatives en tant que fans. Le numérique, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de déplacer les univers de fans qui étaient contrôlés essentiellement par l'industrie, autour des fanzines, autour des communications dont on pouvait en fait faire circuler aux abonnés, aux gens qui étaient intéressés. On le réarticule ici dans un univers web contrôlé, géré par les fans, donc par les amateurs de l'œuvre, qui, elles, permettent aussi d'alimenter l'œuvre, de s'enrichir. Il y a toute une conscience collective qui s'est développée ces dernières années autour de cette question, donc de cette forme de sociabilité. Il y a même aux États-Unis l'Organization for Transformative Works qui, en 2008, s'est consolidée pour faire de militantisme pour le droit des fans, pour faire des archives sur la création des fans, et donc qui atteste d'une forme de conscience de la production, même si elle est souvent un peu marginale, même si elle ne vise pas la circulation dans un même circuit. Néanmoins, elle atteste d'une forme de création et d'une conscience identitaire, en fait, de ce travail de fans. Et donc, à mon avis, je crois que ça, c'est un des espaces où il y a un travail de redéfinition, une réflexion à faire sur, peut-être une place à faire sur cette forme de production qui est inédite, qui se réclame comme production culturelle, bien qu'elle est très souvent autour d'œuvres, d'un travail dérivatif. Donc, une conscience qui existe. Il y a des formes d'action collective, il y a des regroupements, donc il y a cette identité qui émerge
du numérique. Enfin, j'ai parlé beaucoup donc, j'ai parlé du Makers Movement, j'ai parlé du travail identitaire chez les professionnels du patrimoine. J'ai parlé des fans et donc de leur communauté, leur façon même très intensive d'apprécier l'œuvre, d'essayer d'influencer la vie de l'œuvre, l'habiter, la poursuivre dans leur propre création. Peut-être est-ce que je me permets ici, en m'approchant de la conclusion, de réfléchir sur l'intime et de réfléchir un peu sur nos pratiques quotidiennes qui, plus que jamais, mobilisent l'art dans une forme de présentation publique de soi. Avec les réseaux sociaux, on est plus que jamais sollicité dans la forme de l'intime. Et les réseaux sociaux, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Un peu à la manière de Wikipédia, on a pu affirmer vigoureusement par le web une idée très ancienne. Les réseaux sociaux affirment vigoureusement l'identité de ce que c'est qu'un journal intime. Finalement, c'est une production qui est faite pour soi, mais qui se veut prête à se révéler, en fait. On l'écrit, le journal intime, mais ça c'est la véritable identité du journal intime. Et donc, on produit aujourd'hui, on l'a très bien assumé, c'est un journal intime, oui, mais public, à vocation très publique. Et donc, dans ces espaces-là, aujourd'hui, plus que jamais, on mobilise l'art, la création, on mobilise des œuvres, on ajoute dans nos profils, on ajoute dans nos façons de se présenter en public des extraits d'œuvres, on ajoute, donc on fait référence continuellement à l'œuvre, et je pense que parfois même on se prend pour artiste avec des manières un peu plus ou moins bien réussies. Et je m'excuserai aussi à mon ami Biyoun, que j'ai pris un peu ici, ça c'est mon compte WeChat, donc c'est ça, qui est la version chinoise de Facebook, où on échange d'une façon, et l'image est très importante. Et donc, les gens veulent en fait très bien habiter donc cet espace et donc se présenter en public. Et effectivement, les gens se laissent à des élans créatifs. Et donc, c'est un espace où, à mon avis, on peut peut-être le voir comme un espace pédagogique, comme un espace où on pourrait, en fait, trouver une opportunité pour mobiliser une forme de prise de conscience sur notre rapport à l'œuvre et sur notre manière de mobiliser constamment l'œuvre dans la façon même dont on se construit. Peut-être pour conclure, je pense que la question des politiques culturelles, manifestement, va toujours tourner autour d'enjeux d'intérêt. Et c'est très correct, c'est très normal. Mais, à mon avis, il y a peut-être une place, il y a un espace pour une réflexion plus large sur, fondamentalement, sur la façon dont on aborde la politique culturelle à travers de catégories identitaires bien établies. En fait, il y a de nouvelles formes identitaires qui émergent, il y a de nouvelles pratiques très créatives qui émergent. Et en ce sens, ça me semble un peu ici l'opportunité peut-être de poser une réflexion sur ce type de sociabilité et l'inclure en fait, même si c'est une réflexion peut-être très marginale, l'inclure dans la manière dont on pense la politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jonathan. C'était très intéressant. Vous avez parlé, si vous avez des questions, je vais vous demander de vous avancer, de venir au micro. Je vais commencer avec une référence, en fait, que vous avez fait sans le nommer à l'expérience Muséomix, parce que vous parliez justement des institutions culturelles, des musées qui doivent maintenant compter avec des publics qui veulent être plus impliqués dans espèce de remix. Ça m'a fait penser aussi au très beau documentaire de Brad Gaylor, le Remix Manifesto, qui traitait de ces questions-là. Mais évidemment, quand on veut faire participer davantage, que ce soit dans les bibliothèques ou encore dans les musées, le public, on se retrouve fatalement avec la question des droits qui nous rentrent dedans. Parce que là, quand on veut, par exemple, que les gens créent à partir d'œuvres qui sont disponibles, souvent, on le sait, on se promène dans les musées, puis il y a des petits écriteaux, pas de photos. On est très tatillon là-dessus. Comment est-ce qu'on réussit
En fait, comment est-ce que les politiques peuvent aider à faire en sorte que les institutions puissent faire ce virage-là? Parce que c'est une question aussi d'audience. Les gens ne rentreront plus dans les musées bientôt, on peut le penser, si on ne leur donne pas la possibilité justement d'interagir et d'être davantage metteurs en scène ou curateurs de l'exposition, des expositions qu'ils vont visiter. Comment est-ce que les politiques peuvent justement aider les institutions à jouer avec ces espèces de paradoxes, là? Oui, oui. Alors, je vous remercie. Ça me permet, peut-être, je vais le reprendre en deux éléments, de poursuivre un petit peu la réflexion. Je vous remercie. Alors, il y a deux choses. Premièrement, effectivement, et peut-être que ce n'est pas ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaiterait, mais visiter un musée, par exemple, avec un téléphone et puis prendre des photos, c'est peut-être finalement une nouvelle façon de participer à la culture et ça amène des gens. Et dans plusieurs musées, alors la question évidemment, c'est il ne faut pas s'installer avec une photographie de niveau professionnel, mais je pense que c'est très, très, très toléré dans plusieurs institutions d'avoir des photos des gens qui vont eux-mêmes se prendre en photo, se mettre en scène devant l'œuvre et puis peut-être éventuellement en savoir un peu plus sur l'œuvre. Alors ça, c'est une chose. Donc, il y a effectivement une réflexion à faire et ça, je ne peux pas la faire pour les gens du secteur patrimonial, mais je pense qu'elle est cruciale. L'autre question, en fait, l'autre enjeu a trait peut-être à un bémol sur les réseaux sociaux. Alors, il y a un élément très positif, très créatif dans l'usage des réseaux sociaux, mais on peut se poser une autre question, on peut l'inverser, se dire est-ce que c'est pas aussi une autre porte d'entrée pour un public qui est déjà très établi, qui est déjà finalement assez près des réseaux muséaux, des personnes qui sont finalement peut-être plus éduquées, déjà les publics et peut-être les publics les plus intensifs, est-ce que c'est pas une autre prise sur l'institution, une autre façon d'inviter? Alors, ce qui est bien en soi, mais il y a peut-être une réflexion à faire aussi sur le potentiel de démocratisation de la culture qui réside dans les réseaux sociaux, mais je le laisse comme un gros point d'interrogation, un travail de réflexion à faire, en fait, sur l'avenir de cet outil pour le contact avec le public. Mais est-ce que vous pensez que le mouvement Maker peut faire la différence dans l'avenir de la fréquentation culturelle dans nos institutions, que ce soit les bibliothèques notamment ou les musées? Alors, est-ce que ça va augmenter? Je pense que ça diversifie le type de fréquentation. Ça permet dans les bibliothèques publiques peut-être d'avoir des gens qui ne se voyaient pas essentiellement comme des faisant partie du public d'une bibliothèque. Finalement, je pense que ce que ça affirme, c'est aussi l'identité même d'une bibliothèque comme un espace de mise en commun. On revient avec des vieux principes qui sont forts et fondamentaux pour la bibliothèque. Donc, je pense qu'il y a des éléments, peut-être pas en termes de masse, mais en termes de type de public, oui. Mais actuellement, est-ce que la législation est adaptée à ce que, justement, les institutions puissent faire ce travail-là? J'étais au dernier, justement, Muséomix, au Musée d'art contemporain de Montréal. C'était extrêmement stimulant de voir, justement, ces gens-là qui investissaient une institution et on renversait complètement l'espèce de paradigme de visite du musée, c'est-à-dire on s'en va là, ce qui n'est pas désagréable. Oui. On va voir des œuvres, on se plonge dans le travail d'un artiste et d'un commissaire aussi. C'est complètement différent. Ça pose vraiment beaucoup de questions parce que là, on prend des photos des œuvres. Je me souviens au Musée Mix, le premier au musée de la Civilisation à Québec en 2013, on avait des gens qui faisaient des scans de sculptures autochtones parce qu'ils trouvaient qu'elles n'étaient pas assez mises en valeur et qu'on devait donc, on avait fait des impressions 3D de sculptures pour donner la possibilité aux gens de travailler avec. Ça prend de la bonne volonté. Michel Côté, lui, croyait beaucoup à ça, le directeur du Musée de la Civilisation. Mais ça prend quand même un environnement législatif qui permet aussi aux institutions à faire ça. Est-ce qu'on est conscient de ça, de la part des législateurs ou encore dans les ministères, de donner en fait de l'espace pour que les institutions puissent faire ça? En Ontario, il y a des directives. Par contre, il y a la zone de gris et finalement, il n'y a personne qui prend réellement position. Il y a eu des productions ces dernières années dans les musées. On avait fait un peu
très rapidement, on avait dit on va faire des vidéos, alors, il y a des rapports à l'œuvre, mais aussi au public qui lui-même participe et crée aussi. Et donc, tous ces enjeux-là reviennent après ça à rebours dans une réflexion. On se dit, bon, il faut effectivement avoir peut-être au moins une position, une directive un peu plus claire, puis s'entendre collectivement là-dessus. Mais effectivement, il y a plusieurs enjeux de droit qui traversent, et non seulement pour l'œuvre, non seulement pour l'institution, l'image de marque de l'institution, mais aussi pour le public qui, d'une certaine manière, là, participe à la création. Alors, voilà. Oui, puis d'un point de vue marketing aussi, des bons mots-clics avec des belles photos, ça peut faire la différence dans la fréquentation d'une exposition. On a une question aussi, oui. Vous identifiez votre question, s'il vous plaît. Oui, Jean-Robert Bisaillon, Iconoclaste Musique, la SOCAN. C'est plus un commentaire, en fait. Je voudrais attirer l'attention des gens sur un ouvrage de Astra Taylor qui s'appelle The People's Platform, traduit en français chez Lux Éditeur sous le nom démocratie.com, qui parle du point de vue d'une créatrice de documentaires extrêmement progressiste, du travail inconscient de sape des publics et des fans dans le processus d'appropriation des contenus culturels. Donc, oui, c'est clair, ce nouveau web démocratique ouvre plein de possibilités créatives puis de collaboration avec les auditoires et avec les publics, mais il faut définitivement savoir qu'il y a de l'éducation à faire parce que sinon, tout passe à la trappe. Et puis, à terme, il n'y a plus de créateurs professionnels. Et puis, c'est clair que la création professionnelle, si on veut des matériaux intéressants pour que le public s'approprie ces matériaux-là puis en fasse quelque chose de véritablement stimulant, bien, ça prend des créateurs professionnels. Donc, Astra Taylor, à lire absolument. Merci. Très intéressant, Jean-Robert Bisaillon. Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être mettre cette référence-là qui est très juste. Je rappelle le mot-clic d'ailleurs, FDEAN, si vous tweetez pour faire rayonner donc l'activité, n'hésitez pas à le rajouter. Astra Taylor, donc publié, en fait traduit chez Lux Éditeur, très bonne maison qui s'intéresse notamment à ces questions-là du numérique et de la culture. Peut-être un commentaire là-dessus. L'avez-vous lu, ce livre-là? Non, malheureusement. Bon, bien, en toute l'invitation est est lancée. Oui, oui. Désolé pour la question piège. Hein? Ça arrive des fois. On n'a pas tout lu. Même Umberto Eco se vantait d'avoir plein de livres dans sa bibliothèque qu'il n'avait même pas lus. Donc, c'est pas grave. Jonathan Paquette... Merci beaucoup pour cette présentation. On va maintenant passer en pause et tout de suite après, on va continuer donc à 10h50. C'est très important que vous soyez là à 10h50. Hein, on n'oublie pas l'objectif, Cocktail Soleil. On se retrouve donc tout à l'heure. Merci, Jonathan Paquette.